Madame, Messieurs, tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux à suivre cette émission qui reçoit pour vous Maître Willy Bouliou. Il est député national, il fut également vice-ministre de l'Habitat dans le gouvernement sortant. C'est dans ces cadres que nous les recevrons sur ce plateau pour essayer un peu de parler de cette question qui devrait un peu la chronique, la question de la réforme électorale. Quel est aujourd'hui son point de vue par rapport à tout ce qui s'est dit autour de ces réformes? Sans plus tarder, nous disons bonjour Maître Willy Bouliou, vous allez vous appeler ainsi. Comment vous allez? Bonjour, je crois que je vais bien. Vous allez très bien. Je crois que je vais bien. Actuellement, il faut les tests Covid pour vous rassurer que vous allez effectivement bien. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, nous vous prenons vraiment dans votre bureau parce que on sait que vous êtes en pleine vacances parlementaires. Donc, nous venons un peu vous déranger dans votre bureau pour essayer un peu de parler de cette situation sur la réforme électorale. Selon vous, c'est quoi un peu la réforme électorale? Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que ça fait parler un peu ça et là? Bon, ça fait parler parce que les gens veulent qu'on parle de ça. Sinon, le problème de la réforme électorale n'est pas si compliqué que ça. J'imagine que je vais vous répondre en deux temps. Dans un premier temps, il faut retenir que une société qui n'accepte pas de réformes se déformera. Et une société qui accepte des réformes se transformera. Donc, les réformes sont les bienvenues. Mais le vrai problème, c'est comment les réformes doivent venir. Vous savez, si vous observez bien notre vie à nous, les habitants du monde, vous allez vous rendre compte, par exemple, en RDC, notre fleuve Congo ici commence très loin à Lualaba. Il descend. Au long de son parcours, il y a des villages qui sont sur le fleuve. Et nous-mêmes ici à Kinshasa, nous sommes au bord du fleuve. Lorsque l'eau va décider de ne plus suivre les méandres, les courbures, et que l'eau veut prendre les raccourcis, à partir de Maluku, l'eau dit non, directement je traverse pour aller à l'océan. Même nous ici, nous n'allons plus vivre. Donc ça sera catastrophique. Ceci veut dire quoi? Tout ce que nous devons faire doit commencer par suivre la procédure. Lorsque la procédure sera biaisée, nous allons tout gâcher. Et selon vous, c'est quoi la procédure? Et c'est là où je suis en train de venir. Qui amène la réforme? Et par où doit passer la personne pour faire passer sa réforme? Nous ne sommes pas quand même dans un champ de maïs, où tous les maïs ont des barbes, et on ne sait pas imaginer quel est le maïs le plus âgé. Encore que dans le maïs, on peut apprécier par la couleur de la barbe. Et par là, vous faites allusion. Donc, la personne qui vient avec les séances de réforme, à quelle qualité pour l'initier? Nous allons arriver à cette... Alors, le plus important serait, je considère que c'est quelqu'un qui vient animer des conférences. Mais quand on vient animer des conférences, donc là, vous sur faites les réformes, allusion au forum qui s'est voilà. Si vous venez, de la conférence épiscopale nationale, vous venez tenir des conférences, tout le monde n'est pas obligé de venir à la conférence. Ceux qui trouvent d'importance, ils y vont. Nous allons y arriver, Maître Bouliou. Voilà. Mais nous voulons un peu parler un peu. Aujourd'hui, après les élections de 2018, est-ce qu'il y a encore lieu de parler de ces réformes au moment où il y a des institutions qui sont stables? Oui, les institutions existent et les réformes ont droit d'être là. Ce n'est pas parce qu'il y a des institutions qu'on ne doit pas avoir de réformes. Le problème, c'est que les réformes doivent venir. C'est comme ça que j'ai commencé par vous dire, une société qui n'accepte pas de réformes se déforme. Et celle qui accepte des réformes se transforme. Donc, nous pouvons faire des réformes. Mais où les faire?
et comment le faire. C'est comme ça que je vous ai donné l'exemple du fleuve. Et c'est le premier temps de ma réponse à votre interrogation. Mais le deuxième temps, c'est quoi? Une meilleure sauce ne s'apprécie pas lorsqu'elle est déversée sur la table. Même si on a bien préparé et que la sauce est déversée sur ma table ici, personne ne va poser de main, personne ne va dire que la sauce est bonne. On apprécie la bonne sauce quand vous la mangez, quand vous la goûtez. À ce moment, vous allez dire qu'elle est succulente ou pas. Et la réforme que l'on veut faire, doit-on la faire dans la rue? Et à ce moment, elle sera la bonne? Dites-moi un peu, les résolutions de ce forum seront appliquées par qui et où? Et à quel niveau et quel est le caractère? À quel niveau que le forum de haut niveau qui s'est ouvert au niveau de la SENCO blesse? Non, je ne dis pas que ça peut blesser. Je n'aime pas penser que ça a blessé. Et je crois, je suis du FCC, je suis serein quand je vous parle. Le FCC n'est pas blessé. Pour preuve, le FCC n'a pas demandé que ça ne se tienne pas. Le FCC a laissé ceux qui trouvent qu'ils peuvent aller, ils doivent aller. Et ils sont là. Mais moi, ma préoccupation, c'est de savoir quelle est la valeur juridique de ces forums, convoqués par qui, pour que ces résolutions aient une force probante à s'imposer dans la société congolaise. C'est ça la grande question. Mais qu'à cela ne tienne, je dois, de l'autre côté, attirer l'attention du gouvernement, des institutions qui existent. C'est vrai, les gens sont venus avec des réformes, mais dans un premier temps, on m'a appris que quand un poussin remplit une casserole, il faut vous méfier. En bas, il doit avoir certainement une poule. C'est-à-dire quoi? Vous voyez un monsieur quitter l'Europe et venir le forum avec autant d'argent pour organiser un forum. Il faut que le gouvernement soit regardant. Qui est en bas? Mais dès lors qu'on déchiffre, on découvre qu'il y a telle puissance, telle force qui pousse, les institutions doivent être trop prudentes. Elles doivent s'arranger pour que demain, les institutions ne tombent pas dans le piège de ce qui se fait aujourd'hui. Dans quel sens? Nous disons que nous devons faire des réformes à l'interne, au niveau des institutions, parce qu'il y a les institutions. Nous savons que l'Assemblée nationale et le Sénat sont là pour apporter des réformes au pays. Le gouvernement est là pour la même chose. Ils peuvent le faire. Mais s'ils ne font pas de réformes conséquentes pour le bien de la société congolaise, et que dans l'entretemps, en 2023, nous n'allons pas aux élections, vous savez quelle serait la conséquence? La conséquence serait que ce que les autres sont en train de mijoter dans ce forum va devenir une force opposable. Ça dit qu'ils vont nous rattraper pour dire, ben voilà, quand on avait dit ça, vous n'avez pas voulu et voilà, nous sommes là. Et à ce moment, quand vous irez vers eux pour analyser avec ces réformes, ça changera de forme. Parce que à certains hommes politiques, surtout dans des conditions comme ça, il ne faut pas donner votre main. Si vous lui donnez la main, il cherchera à prendre le bras. Et ça, il faut être prudent. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire là-bas, je ne dis pas que c'est mauvais. Ils peuvent sortir les résolutions. Et quand il y aura des réformes à l'interne, ceux qui ont participé, qui n'avaient pas l'idée sur les réformes, peuvent se servir des éléments qu'ils ont eu là-bas, ils amènent au Parlement et on en discute. Donc, on vous entendre parler de l'FCC à part de ces résolutions, mais je reviens par rapport à la question. Il faut rectifier d'abord. L'FCC n'a pas peur des résolutions, des gens qui prennent les résolutions là où ils sont. FCC, je parle de FCC parce que je suis membre. Et je suis membre de la coalition FCC Cash. Donc, je ne vois pas pourquoi on doit avoir peur parce que la réforme ne vient pas pour nous tuer. Je disais aujourd'hui, l'objectif poursuivi dans ces forums était de réunir tous les acteurs majeurs de la classe politique congolaise afin de trouver un consensus sur ces réformes ainsi que sur les lieux. Mais aujourd'hui, le FCC n'a pas pris part à l'ouverture de ces assises, le cache non plus, mais vous posez un problème de cadre,
Mais tout peut se discuter, même si vous ne voulez pas la personne qui l'organise, mais c'est quand même un fils du pays qui réside en Belgique, il a quand même le droit de venir apporter sa pierre dans l'édifice pour permettre à ce que le fils et fille du pays puissent se mettre autour d'une table et parler le même langage. Voilà. Quand vous dites ça, vous me donnez encore raison. Parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas la figure de la personne qui organise. Je ne suis pas contre. Moi, ma préoccupation, c'est de savoir la qualité de cette personne à réunir ces gens-là. Vous savez, pour un forum qui doit amener des réformes, il faut que ce forum-là soit revêtu d'un caractère de droit. Il faut qu'il soit revêtu. Ce pays ici n'est pas au premier forum. Et je crois que les Congolais ont toujours participé au forum. Mais ces forums-là ont été initiés par les institutions habilitées. Donc, on peut se réveiller un jour, parce qu'on vit aux États-Unis, ou on vit à la Lune, on vient, on demande à tout le monde de venir, et je vais vous initier des réformes. Mais ça peut pas se passer comme ça. On peut le prendre sous forme des ateliers, non? Quand il y a des ateliers, on apporte toujours des contributions, et ces contributions, peut-être on va le soumettre au niveau du chef de l'État, qui va le renvoyer au niveau de l'Assemblée nationale. Mais c'est là le problème. Si vous voulez faire des ateliers, vous voulez faire les séminaires, est-ce que tout le monde est obligé d'y participer? C'est ça que je demande. Au fait, nous sommes dans un cadre d'une invitation libre. Il n'y a pas de force contraignante. Vous m'invitez, je ne suis pas disponible à venir, ça devient un problème. Je ne pense pas. Si vous m'invitez à un repas et que je ne viens pas, tu commences à en faire un problème, ton repas là est suspect. C'est-à-dire qu'il y a un agenda. Parce que sinon tu vas dire, bon, il est absent, moi je mange. Donc, tel que ce forum est conçu, moi je ne suis pas contre. Ce sont des Congolais qui réfléchissent. Les ouvrages que nous avons ici, que nous lisons, ce sont des gens qui ont pondu leurs réflexions. Et ça nous sert aujourd'hui. Donc, s'ils tiennent leur forum et qu'à la fin des comptes, ils ont des résolutions, ils doivent le faire sous forme de la doctrine. Je considère ça comme la doctrine. Les gens ont réfléchi, ils ont écrit. Et lorsque nous allons embrasser les réformes au niveau institutionnel pendant la session qui va bientôt commencer, mais si j'aurai l'occasion de lire les résolutions, je peux voir la pertinence des unes ou des autres pour pouvoir les défendre pendant la réforme au niveau de notre institution. Mais dire que ce monsieur est venu, c'est pour organiser le forum sur les réformes, je crois, c'est ça, ne pas croire à la souveraineté de la République. Et cette souveraineté ne se manifeste pas par les individus dans la rue. Donc, selon vous, la communauté internationale est derrière ces forums et ils veulent s'ingérer dans la chose publique de l'État? Je n'ai pas besoin de savoir qui est derrière, parce que déjà pour moi, c'est une conférence. Vous allez me dire qui a le mandat de me représenter là-bas. Si ça doit être un forum d'implication de droit sur la République, qui a le droit de me représenter là-bas? Mais moi, j'ai le droit de représenter les gens qui ont voté pour moi. N'en déplaise à ceux qui n'ont pas été élus. Moi, j'ai le droit de représenter ceux qui m'ont donné ce mandat-là. Et c'est pourquoi je le fais au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, je rappelle ici que vous êtes député national, donc oui. élu. Vous êtes élu d'où? Je suis député national élu du territoire de Bolobo. Voilà. Monsieur, dans la province de Maï-Ndombe. Aujourd'hui, le cadre ou le format qui doivent se tenir ou bien doivent se négocier ces réformes institutionnelles ou bien électorales pose problème, n'est-ce pas? Ça pose problème. Entre le FCC et par exemple, je peux dire la MOUCA. Aujourd'hui, la MOUCA est pour
les réformes. Vous également, vous êtes pour les réformes, mais vous n'arrivez pas à vous entendre autour du cadre. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas moyen de dégager, de trouver un consensus autour de la question? Parce que vous n'êtes lié aux réformes au niveau institutionnel et les autres veulent des réformes extra-institutionnelles. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un moyen pour trouver un format réduit où on doit, par exemple, prendre 20 représentants dans chaque parti politique ou bien dans chaque plateforme politique afin de pouvoir discuter cette question de vive voix, je peux dire ainsi. Bon, voilà. Moi, je crois qu'il y a un problème qui se passe pour notre pays. Il n'est pas bon que chaque fois, on revienne sur les choses du passé. Il n'est pas bon. Ça risque de devenir un format. Et ce format-là ne va pas dépendre seulement de celui qui dirige maintenant. Ce que les gens ont fait hier, croyant que Kabila serait éternel, aujourd'hui, c'est Tshisekedi qui doit vivre ça. Et demain, ça sera encore quelqu'un d'autre. C'est pourquoi, en parlant, je vous ai dit, il faudra que les animateurs des institutions évite de tomber dans le piège de ceux qui se retrouvent dans des schémas extra-institutionnels. Dans quel sens? La Constitution prévoit qu'il faut avoir les élections chaque 5 ans. Mais il y a d'autres personnes qui ont peur de voir que vous, le RCC, vous avez déjà la majorité. Attendez. Si vous allez dans le format plénier, donc c'est vous qui allez automatiquement gagner. Attendez. C'est là où peut-être la peur réside. Il y a une chose. Alors les élections sont faites pour quoi? N'est-ce pas pour dégager la majorité? Je crois que c'est ça. Il faut que les gens se mettent d'accord une seule fois pour toutes. Le fouet que votre mari utilise pour taper la rivale, il ne faut pas le garder à côté de votre lit. Parce que le jour où vous aurez un échange avec lui, il n'ira pas loin, il va prendre le même fouet pour l'utiliser contre vous. Donc ce que les gens sont en train de faire, parce que c'est X au pouvoir, ils doivent se rendre compte que le jour où ce serait eux au pouvoir, les autres risquent d'utiliser la même méthodologie. Et là, ça ne fera pas avancer le pays si on ne croit pas à la majorité qui est à l'Assemblée. Ce n'est pas une majorité éternelle. Quand hier le président Kabila disait qu'il va respecter la Constitution, il ne sera pas candidat. Il y a les gens qui n'ont pas cru. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Et si aujourd'hui nous disons, la majorité établie par les élections est celle-ci, venez avec vos propositions de loi, venez avec des réformes, mais le rôle de la majorité aussi, c'est de faire passer sa vision. Ça, il faut qu'on se mette d'accord. Alors c'est là où le bas blesse. Maintenant, si vous ne voulez pas que le pays soit régi par le principe de la majorité, commençons par modifier la Constitution. Pour dire que tout doit se faire par consensus. Il est vrai que le problème d'intérêt, national, les institutions les résolvent. Lorsque vous voyez les gens quitter le terrain des institutions pour trouver la solution ailleurs, ça accuse la faiblesse des institutions à diriger le pays. Il faut vous dire la vérité. Le monsieur là vient de la Belgique. Vous savez combien de fois la Belgique vivait sans gouvernement? Combien de forums ont été organisés par l'université de Liège pour permettre à ce que ça marche? La Belgique faisait parfois toute une année sans gouvernement. Parce que les forces politiques ne s'entendent pas. Il n'y a pas eu de majorité. Il faut faire la coalition. Et pendant qu'ils ne s'entendaient pas, le pays ne s'est pas arrêté. Et donc nous, 60 ans après l'indépendance, c'est vrai que ce ne sont pas les gens qui étaient à l'indépendance qui continuent à diriger. On veut nous faire des leçons comme ça, mais on veut nous mettre dans l'erreur. Sinon, on va dire que la démocratie disparaît. On fait la démocratie à la congolaise, auquel cas, on prend le nombre de partis politiques, on désigne les gens, ils viennent, et finalement, ils se partagent le pouvoir.
Si c'est ça le cas. Parce qu'il faut vous rendre compte autour de ce que les gens sont en train de dire aujourd'hui. Oui, on a besoin de forums. Dans ce forum-là, est-ce qu'il y a la représentativité nationale? Parce que vous voulez parler de forces politiques. Y a-t-il une représentativité? Quand on parle de FCC, FCC n'est pas un parti politique. Essayez de voir le nombre de gens qu'ils ont invités. Ben écoutez, on ne se cache pas derrière les doigts, madame. Mais on sait que derrière le FCC, il y a plusieurs partis politiques. On sait que derrière le CACH, il y a également plusieurs partis politiques et aussi la MOUCA. Mais c'est ça. Il faut qu'on nous précise, qu'on nous donne le cahier de charge. L'Union européenne qui a financé l'opération, parce que je l'ai eu de la bouche de celui qui est venu organiser, du prof, l'Union européenne n'a pas jeté son argent dans la mer. Elle sait ce qu'elle fait. Si l'accompagnement doit avoir lié avec le pays, je crois que l'Union européenne entretient des relations bilatérales avec la RDC. Je crois que la Belgique a de bons rapports avec la RDC. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas à échanger entre institutions? Mais on a vu la Belgique en dernière minute, à la fin du règne du président honoraire Joseph Kabila. On a vu qu'ils sont séparés dans une tension un peu qui n'existait pas son nom. Hein. Mais ce n'est pas Kabila qui dirige aujourd'hui. Vous voulez que je vous rappelle la phrase? C'est les FCC. Vous voulez que les FCC aujourd'hui qui a la majorité. Non, écoute madame. On sait bien. Écoute c'est les madame. FCC et aujourd'hui on sait que Joseph Kabila a quand même un mot à dire dans cette coalition. Écoute madame. Joseph Kabila dit un mot dans sa coalition. Joseph dans sa plateforme. Ce n'est pas Joseph Kabila le dirigeant. Il faut éviter. On le sait très bien. Il faut éviter d'incomber la faute aux autres. Il n'y a que la personne qui a mangé la noix de palme qui peut vomir de l'huile. Ne le demande pas à quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, nous voyons quand même plusieurs figures. Non, je voulais d'abord vous parler par rapport à ce que vous avez dit de la Belgique. Vous avez suivi le discours du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshilombo, en Belgique, quand il qualifiait Belgique de son deuxième pays. Vous avez suivi? N'est-ce pas une façon de montrer que les rapports étaient très bons? Et alors pourquoi vous voulez retourner vers les rapports anciens alors que vous avez les nouveaux? Non, pour juger aujourd'hui peut-être la position du FCC. Les relations entre la Belgique et la RDC sont au bon fixe, à ce que je sache. Donc aujourd'hui... Mais néanmoins, si la Belgique, dans le cadre des échanges avec le gouvernement congolais, peut apporter ce qu'il peut apporter, il le fait. Si l'Union européenne, dans le cadre des relations avec la RDC, veut faire quelque chose, c'est faisable. Moi, je répète encore que je ne suis pas contre ce forum. C'est un forum qui va... C'est le forum qui va... Non, ce forum va produire ces résolutions. Mais ils vont les utiliser où et comment? C'est là la grande question. Parce que je suis en train de vous dire, s'ils avaient besoin de faire un format de résolution qui doivent trouver un endroit de les appliquer, ils auront tenu leur forum avec le bureau de l'Assemblée nationale, avec les délégués du bureau du Sénat, avec les délégués du bureau du gouvernement. Au lieu de parler de FCC, de parler de CACH, de parler de la MOUCA. Parce que ce n'est pas la MOUCA qui applique les résolutions, ce n'est pas FCC qui les applique, ce n'est pas CACH qui va les appliquer. Donc, c'est soit l'Assemblée nationale qui va les incorporer dans les lois à prendre, dans les réformes, soit c'est le gouvernement. Mais si vous vous appelez FCC, vous vous appelez CACH, quelle est la solution? Madame, j'ai raison, mais je suis sans tribunal. Où est-ce qu'on va me donner raison? Moi, j'ai raison. On m'a offensé. Mais il n'y a pas de tribunal. Où est-ce qu'on va me donner raison? Donc, c'est ça la réalité. On veut faire un forum pour que les résolutions soient appliquées où? Donc, le monsieur veut dire que, bon, vous ici, vous ne fonctionnez pas, je viens, j'appelle FCC, j'appelle CACH, c'est le nouveau cadre pour pouvoir diriger le pays. Mais non, écoutez, moi, je suis d'avis que les gens peuvent s'échanger. Qu'ils échangent.
qu'ils prennent des résolutions. Et c'est pourquoi, au même moment, je suis en train de dire, animateurs des institutions de la République, soyez prudents. Parce que si vous n'êtes pas en mesure d'organiser les élections en 2023, les gens de ce forum vont vous avoir sur le coup. Ils vont vous tenir au cou. Pour dire, ben écoutez, les institutions ont un délai, voilà, le mandat est à la fin, vous n'avez rien fait, alors on ne va pas laisser votre majorité continuer comme ça, discutons. Alors, pour éviter que ça nous rattrape, les animateurs des institutions doivent prendre des dispositions pour qu'on ne tombe pas dans ces pièges. Mais je vous garantis que les réformes sur le plan de la loi électorale auront lieu. Moi, je vous garantis. C'est déjà à l'ordre du jour au niveau de l'Assemblée nationale. Mais si aujourd'hui chacun de nous arrivait à garder le drap de son côté et qu'il n'y ait pas évolution dans la solution, peut-être en ce qui concerne le cadre, qu'adviendra-t-il pour les élections de 2023? Parce que le bureau de la CENI doit être installé et aujourd'hui les membres également de ces bureaux doivent être... Qui bloque le bureau de la CENI? C'est l'Assemblée nationale. Nous répondre. Mais non, mais c'est ça que je voulais vous demander. Est-ce que c'est l'Assemblée nationale qui bloque le bureau de la CENI? Vous savez que ça peut être parmi les réformes. Les gens croient que la réforme, c'est ce qu'eux veulent seulement. La réforme, c'est aussi ce que Bolio pense. Moi, je peux penser qu'il y a plus de raisons qu'on dise que le président de la CENI vienne de confessions religieuses. C'est une réforme. Bolio peut proposer ça. Parce que pour preuve, ceux qui doivent nous prêcher l'amour ont été incapables de trouver un fruit d'amour. Qu'on dise la vérité. Un des plus grands commandements de Dieu, c'est l'amour. Et dans la maison où règne l'amour, il y a la paix. Et dans la maison où il y a l'amour et la paix, il y a le consensus. Chacun peut concéder. Vous vous rendez compte, dans l'histoire de la Bible, pour que Salomon sache, pour qu'on découvre que Salomon était sage, vous savez quelle était l'épreuve? Deux femmes se disputaient un bébé. L'une dit, ce bébé-là, on doit diviser directement, chacun prend sa part. La vraie mère n'a pas accepté qu'on divise son bébé. Il a dit, je préfère que vous lui donniez ce bébé-là, pourvu qu'il soit en vie, au lieu qu'il meure. C'est là où Salomon a découvert qui était la vraie mère. Et on lui a donné son enfant. Est-ce que dans les confessions religieuses, il y a quelqu'un qui a voulu montrer qu'elle était la vraie mère? Pour qu'on recherche les sages ailleurs. Les confessions religieuses ne sont pas dirigées par Dieu. Parce que elles sont dirigées par les humains. Pas tranquilles à prendre leurs décisions. Vous venez toujours là les embrouiller dans leurs décisions. Madame, vous avez déjà suivi un évêque dire que le candidat que moi je vais proposer a été donné par X ou Y. Bon, qu'à cela ne tienne, je parle un peu de la démarche que mène également aujourd'hui. C'est presque la même démarche de groupe de 13 parlementaires. Comment vous, en tant que député national, vous jugez cette démarche? Parce que ça va toujours dans le même cadre. Les députés sont libres de prendre leurs initiatives et ils savent par où ils passent. Aujourd'hui, cette initiative entre dans le même cadre. Moi, je suis en train de vous dire, j'ai le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si le règlement intérieur me permet de résoudre le problème ou d'amener ma proposition de loi auprès du président de la République ou auprès des prêtres. Je ne sais pas. À moins que je lise mal le règlement intérieur. Il y a le cadre pour ça. Et s'ils ont pensé qu'il y a une démarche à faire, et c'est là la synergie entre les collègues et les Belges, encore que celui qui a amené le forum, c'est un Belge d'origine congolaise. Donc c'est un Belge. Vous, les Congolais ici, le problème se pose en Belgique. Combien de professeurs congolais sont déjà allés là-bas pour trouver des solutions? Les collègues qui ont pris l'initiative, je les encourage. Moi, je suis partisan de la réforme. Je suis partisan de la réforme parce que moi, je suis convaincu que la loi électorale a des choses qui doivent être modifiées. Et ça, c'est vrai. Lorsqu'on va aborder cet examen, et on va voir.
Ne croyez pas que la majorité va agir parce qu'on est majorité et qu'on va demeurer éternellement majorité. Non. La majorité agit, celle qui sera constituée demain agira, et celle qui viendra plus tard agira toujours comme majorité. Mais seulement, ce n'est pas aussi parce que nous sommes majoritaires au Parlement que nous devons prendre des lois qui puissent bloquer le fonctionnement de la République. Et je ne pense pas que quelqu'un peut réfléchir dans ce sens. Pourquoi? Parce que il ne faut jamais acheter un cercueil pour un malade en coma à l'hôpital. Vous pouvez aller le voir, vous avez déjà préservé un cercueil parce que bon, il est déjà en coma, il va mourir. Mais quand tu pars lui rendre visite, tu meurs par accident. La famille se dit, bon, on n'a pas d'argent. Dans l'entretemps, qu'on utilise le même cercueil pour l'enterrer. Donc c'est toi qui seras enterré avant celui que tu attendais mourir. Et donc nous devons fonctionner comme ça avec l'État. Éviter de piéger l'État. Évitons de dire que ce que nous faisons, c'est parce que demain c'est moi, et c'est moi qui ferai ceci. Non, nous devons éviter ça. Nous devons garder le caractère impersonnel des lois que nous prenons. Nous devons garder l'objectivité et la généralité qui accompagne les qualités d'une loi. Ceci pour permettre que le pays avance. Parce qu'on ne sait pas qui sera président en 2023. On ne sait pas qui sera le président en 2023, si réellement il y aura bel et bien élection. Nous allons parler pour cette deuxième partie de la lettre, de cette fameuse lettre de sénateur américain à l'endroit de notre chef de l'État pour leur présenter leur soutien. Donc ils sont là pour accompagner le chef de l'État dans sa mission de conduire le peuple congolais à bon port. Donc ils sont prêts à lui prêter la main forte, mais seulement ils demandent au chef de l'État de démanteler le système kleptomatique de l'ancien président. Comment vous, étant que député national, voyez-vous un peu l'esprit de cette lettre? Bon, apporter le soutien au président de la République, c'est pas mauvais. Au fait, ce n'est pas au président de la République qui devrait apporter le soutien, c'est à la République. S'ils soutiennent le président de la République, c'est qu'ils soutiennent la République. Mais s'ils soutiennent la République avec des sélections de personnes, là, ça devient inquiétant. Vous savez, ce n'est pas toujours bon de présenter un repas dans une assiette à la main gauche et de garder le fouet à la main droite. Même un chien ne viendra pas manger ce repas. Il sait que l'objectif, tu veux fouetter. Ça veut dire? Quand un groupe de sénateurs américains se disent vouloir accompagner la RDC et que dans l'entretemps, il y a des gens dans le Congo qu'eux ne veulent pas, est-ce que vous savez quel est le motif de ce qu'ils ne s'entendent pas avec les Congolais? Qui ne sait pas que le Rwanda nargue le Congo a le soutien de ces gens-là? Qui ne sait pas? Il faut naître aujourd'hui pour l'apprendre. Vous savez, madame, quand un lézard vous mord, il est en intelligence avec le serpent. Ce que ces gens sont en train de vouloir faire, quelle est la leçon qu'ils veulent nous donner? Aux États-Unis, il y a quelques jours, un deuxième noir vient d'être assassiné. On vient de lui tirer des balles. Un deuxième noir. Et vous pensez que quand ces gens-là viennent chez nous, c'est parce qu'ils nous aiment. Ceux qui sont à leur côté, ils ne les aiment pas. Ils ne peuvent aimer que nous qui sommes très loin. Il faut qu'on se pose des questions. Donc la question reste posée à vous. La question reste posée, mais on doit se demander le mobile de ces Américains-là. Vous savez, madame, je n'aime pas emprunter ce que disent les Français, mais ils disent souvent que qui veut noyer son chien, il ne dit pas qu'il est trop beau. On l'accuse toujours de rage. Et donc, si ces gens-là ont des problèmes qu'ils ont eu avec le président Kabila, avec le régime Kabila,
N'est-ce pas que j'ai appris que les Américains avaient des sanctions contre certains Congolais? Ce n'est pas un secret, vous le savez. Mais s'ils ont ciblé les Congolais qu'ils ont sanctionnés, n'est-ce pas parce qu'ils ont trouvé qu'à l'époque, ce sont des gens qui devraient sanctionner et tout. Mais si la sanction est partie, nous voulons demeurer avec la sanction divine. Il ne faut pas qu'ils se comportent comme la Bible. Il faut dire ça aux Américains. Parce que on vous dit, pour avoir mangé ce fruit, la pomme, la sanction c'est la mort. Mais quand tu demandes pardon, tu dois avoir la vie éternelle, mais ce n'est pas maintenant, tu dois d'abord mourir. Donc tu dois d'abord exécuter la sanction. Non, ce n'est pas comme ça qu'ils doivent se comporter. Ils ne sont pas Dieu. Donc ils ne sont pas Dieu. Il faut que les Américains nous respectent. Nos premiers voisins sont nos premiers frères. Ils sont en train de tuer les Noirs. Vous avez vu la sanction contre les gens qui ont tué ces Noirs-là. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Mais toi, va aux États-Unis, tu m'aimes le chien d'un blanc. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais. Ils sont bons lorsque leurs intérêts sont protégés. Et nous devons faire en sorte que dans la protection de leurs intérêts, que les nôtres y soient. En fait, c'est ça le rôle que nous cherchons à jouer. Nous ne sommes pas contre. Mais seulement, nous avons aussi un Sénat. J'ai appris que les sénateurs congolais aussi ont répliqué. Et je crois que c'est dans ça qu'ils peuvent se trouver des réponses. Mais moi, comme député, je trouve que ça a été hasardé pour eux de faire ça, de dire ça, parce qu'ils ne sont pas en train d'aider le Congo à avancer. Lorsque moi je vous pousse à vous opposer à vos voisins, parce que vous êtes forts, je suis en train de demander à vos voisins de multiplier aussi des stratégies pour vous faire tomber. À ce moment, même les pots de banane, ils pourront vous glisser. Ce qui n'est pas intéressant pour le Congo. Et qui est le voisin et qui est le... Mais nous sommes dans une coalition. Si aujourd'hui, les Américains doivent dire au président Tshisekedi, oui, nous on va vous aider, mais à condition que vous n'ayez pas ces gens à vos côtés. Mais dans l'entretemps, il est dans une coalition. Aidez-les à bien travailler, comme ça il peut avoir un autre mandat en 2023 avec une majorité parlementaire. Et comme ça, je ne pense même pas que ça doit être le cas parce qu'ils ne doivent pas imposer leur politique au président Tshisekedi. Parce que, retenons ça madame, c'était dit par Aristote il y a des siècles, une meilleure constitution en théorie peut s'avérer la plus mauvaise en pratique chez un peuple donné à un moment donné de son histoire. Et donc, des bonnes idées qu'ils peuvent avoir aux États-Unis peuvent être très meilleures, mais les mauvaises en application au Congo, avec notre mentalité, avec notre mode de vie. Et nous devons être très prudents. En tout cas, la technique mécénat, déjà que nous sommes presque à la fin de cette émission, mais nous n'allons pas nous séparer sans pourtant parler de cet acquittement de Pascal Mukuna, représentant légal de l'église ACK. Comment vous, étant que vous êtes maître avocat, vous avez quand même suivi ces dossiers de plus près. Nous voulons un peu avoir votre point de vue par rapport à cet acquittement. Non, mais je ne donne pas un point de vue sur un jugement rendu par un tribunal, au motif que ce n'est pas un cas extraordinaire pour moi. Comme avocat, toutes les infractions sont condamnables et tous les jugements doivent être exécutés. Donc, s'il y a eu un jugement, je ne dois pas faire un commentaire sur ce jugement-là parce que c'est un pasteur. Sinon, il y a beaucoup de Congolais qui sont acquittés dans l'entretemps. Il y en a qui sont condamnés. Est-ce que je fais des commentaires? Pourquoi seulement pour celui-là? Pour moi, c'est un non-événement. C'est un non-événement, c'est un problème de justice et puis ça doit passer comme ça. Est-ce que vous avez un mot pour conclure? Parce que nous sommes là à la fin. Donc, bon, pour conclure, voilà ce que je veux dire. Aux Congolais dans l'ensemble, à nous qui sommes dans la coalition, FCC cache, à ceux qui sont dans l'opposition, mon message est celui-ci. Dans l'histoire de ce monde, il y a un monsieur qui était constructeur de maisons. Quand il construit des maisons, il travaillait dans une société. Et c'était un expert. Il a travaillé pendant 50 ans.
50 ans après, il a demandé à son patron d'aller en retraite. Son patron lui dira, oui, tu dois aller en retraite, mais avec beaucoup de peine pour moi, parce que tu as été meilleur. Mais puisque c'est le cas, c'est ton droit. Mais construis-moi ne fût-ce qu'une dernière villa avant d'aller en retraite. Le patron va choisir un très beau terrain à côté de la plage et il va lui donner tous les matériels pour construire une meilleure villa. Le monsieur dit, ben, écoutez, moi je suis déjà fatigué, je dois partir, il me donne encore un dernier travail. Bon, de toute façon, pour aller en paix, je lui fais ça rapidement. Il a construit sans tenir compte des vraies normes qu'il utilisait avant. Parce que pour lui, il doit partir, il ne sera plus soumis au contrôle du travail fait. Quand il termine, son chef dit, mais tu as déjà terminé? Il dit, oui, j'ai fini. Rapidement comme ça, il dit, mais je suis expérimenté, je suis expert, et voilà, j'ai fini. Ok, on a invité les gens pour qu'on lui donne l'argent et le document de retraite. Quand il a invité toute sa famille, les amis, tout le monde était là, son patron fait un discours, il dit, ce monsieur est merveilleux. Il m'a rendu d'énormes services pendant 50 ans. Je n'aurais même pas souhaité son départ. Mais comme la retraite est un droit, je suis obligé de lui demander d'aller en retraite. Mais, pour avoir travaillé chez moi, voici l'enveloppe de retraite. Voici l'attestation de retraite. Mais au-delà de ça, je me dis, ce monsieur a tellement été merveilleux que la dernière villa qu'il vient de construire, c'est pour lui et sa famille, pour qu'il reste dans une belle villa. Pendant que la famille était en train de fêter la villa, le monsieur constructeur était en train de pleurer. Les gens ont cru qu'il pleurait pour la joie. Mais il pleurait parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait très mal construit la maison. Et que c'est une maison qui ne fera même pas 3 ans, elle va s'écrouler à la première tempête. Il a regretté en disant, si je savais que c'est dans cette maison que j'habiterais, je ne l'aurais pas si mal construite. Quelle est la leçon à retenir, nous Congolais? Ce que nous faisons aujourd'hui, nous ne le faisons pas pour autrui. Nous le faisons pour nous-mêmes. Si vous êtes dans l'opposition, ce que vous mijotez, ce n'est pas pour le bien de la République, mais c'est pour détruire ceux qui sont là-bas. Demain, c'est vous qui allez être logés dans les institutions. Vous allez payer ce que vous avez fait, vous avez mal fait. Nous aussi qui avons la majorité, si nous le faisons pour nuire aux autres, parce que nous croyons la majorité, nous ne le faisons pas contre les autres. C'est la maison dans laquelle nous habitons nous aussi. Ça va nous surprendre et nous serons tous mouillés. Voilà pourquoi je voulais dire, travaillons dans l'objectivité et c'est comme ça que nous allons construire notre Congo. En tout cas, Maître Willy Bolio, merci de nous avoir reçus dans votre bureau. En tout cas, chers téléspectateurs, je crois que vous avez suivi religieusement l'honorable Willy Bolio qui a émis son point de vue par rapport aux différents problèmes qui sont liés autour de la réforme électorale et institutionnelle. Donc, je crois que c'est par là que nous vous disons merci et restez branchés en compagnie de votre télé. Au revoir.